Salut chers tous, bienvenue sur Média 2 Africa. L'essentiel de l'actualité hebdomadaire en Afrique démarre à l'instant. Voici les grandes lignes. Cameroun, inauguration de Douala Grand Mall. La cérémonie présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement Dion Ngouté a connu un temps fort. L'élévation du promoteur Mathurin Kandem au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre exceptionnel. Nigeria, les lycéens kidnappés par Boko Haram il y a une semaine à Kankara ont été libérés. Ils sont 344 garçons au total qui ont rejoint leur famille. Cependant, une centaine environ restent encore en captivité. Au Maroc, l'Union africaine inaugure l'Observatoire des migrations. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi avec pour but de créer une plateforme pour asseoir une meilleure gestion des migrations. Côte d'Ivoire, création d'un ministère de la Réconciliation. Le candidat déchu de l'élection présidentielle dernière, Kouadio Konon-Bertan, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale une semaine après que l'ex-président Henri Konon-Bédié ait réclamé un dialogue national inclusif. Mesdames, Messieurs, voilà pour les grandes lignes. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir Média 2 Africa pour vous informer. Ouvrons cette édition par la République centrafricaine. François Bozizé signe une alliance avec l'ex-premier ministre Anissé Dolo-Guellé. L'ex-président Bozizé a mis à la disposition de son allié les cadres de son parti, ses militants et ses infrastructures pour soutenir la candidature à la présidentielle de ce dernier et espérer rentrer dans la scène politique du pays après le rejet de sa propre candidature pour un mandat d'arrêt international. Les détails de cette alliance avec Africa 24. Après le rejet de sa candidature le 3 décembre dernier par la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Centrafrique, François Bozizé, a décidé de s'allier à l'opposant et ex-premier ministre Anissé Georges Dolo-Guellé. L'ancien président a alors annoncé son soutien à Anissé Georges Dolo-Guellé à la présidentielle du 27 décembre prochain. Cette annonce intervient à la suite d'une rencontre entre les deux acteurs politiques à Bosongoa, fief de Bozizé. Le scrutin présidentiel du 27 décembre prochain constitue un véritable enjeu personnel pour François Bozizé, puisqu'étant écarté, il revient par une autre porte, celle de l'alliance avec Anissé Georges Dolo-Guellé, l'ancien Premier ministre centrafricain. Il veut dire que cette alliance, pour lui, revêt trois objectifs essentiels. Le premier, c'est d'abord, Bozizé veut envoyer un message à l'opinion nationale que désormais, il respecte la décision de la Cour constitutionnelle qui a consisté à l'écarter par rapport à cette élection. Il dit aussi un autre message à la communauté internationale que lui, étant démocrate, malgré ses velléités de pouvoir entacher cette élection. Depuis quelques jours, en Centrafrique, des discussions animaient déjà les débats entre une possible alliance entre les deux hommes politiques. C'est désormais officiel. L'ancien président appelle donc ses militants à se mobiliser pour faire élire l'ancien Premier ministre à la magistrature suprême du pays. Il faut dire donc un troisième objectif pour lui, ce serait en fait de pouvoir se payer une couverture diplomatique parce que vous le savez, si Dolo-Guellé est élu, cela permettrait à François Bozizé de bénéficier d'une immunité diplomatique et cette immunité fera en sorte qu'il puisse échapper aux différentes instructions qui sont en cours contre lui, que ce soit au niveau national ou encore au niveau international. Il faut rappeler que François Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et à ce titre, il peut être arrêté à tout moment. Si demain, Anissé Georges Dolo-Guellé est élu, mais ce qui est sûr, François Bozizé jouera un rôle important, diplomatique bien sûr, avec sans doute une immunité, ce qui fera en sorte qu'il pourra échapper en fait aux conséquences des différents mandats d'arrêt lancés contre lui. En plus de son soutien politique, François Bozizé assure également de mettre à la disposition de son candidat Anissé Georges Dolo-Guellé des cadres de son parti et son infrastructure. Cameroun, inauguration de Douala Grand Mall. La cérémonie présidée par le Premier ministre Dion Ngouté a connu des temps forts, parmi lesquels l'élévation du promoteur Mathurin Kandem au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre exceptionnel. L'homme d'affaires camerounais âgé de 56 ans, à l'issue de cette cérémonie, a exprimé sa satisfaction et promet de belles choses pour la suite. Les temps forts de cette cérémonie avec ces images de Martin Temgua.
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur à titre exceptionnel. Aujourd'hui, jour, on va dire, d'accomplissement de ce projet, un jour de grande satisfaction pour moi. On a de l'énergie, on essaie toujours de faire un peu mieux la fois suivante, donc tout prêt à penser que la prochaine projection sera forcément plus ambitieuse et sera même dotée de l'expérience de la première, donc avec des chances de faire beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus fort. À présent, rendons-nous au Nigeria. C'est un ouf de soulagement pour les familles des 344 lycéens qui ont été kidnappés il y a environ une semaine dans leur lycée à Kankara par Boko Haram. Les circonstances de leur libération restent encore floues. Aucune rançon n'a été demandée. Cependant, une centaine de lycéens restent encore en captivité. Plus de précisions avec Téléfer de TV5 Monde. Ému, encore sous le choc et l'air hagard. C'est la fin d'une longue semaine d'angoisse pour ces élèves du lycée de Kankara. Enlevés et retenus en otage depuis 6 jours, ils sont arrivés en bus à Katsina et reçus par les autorités locales. Je suis heureux, je suis très heureux car je vais voir mon père, ma mère et mes jeunes frères. Leur sauvetage se serait déroulé dans le calme la nuit dernière. L'armée aurait récupéré les écoliers abandonnés par leurs ravisseurs dans la savane. Sur ces images des réseaux sociaux, on entend leur joie d'avoir retrouvé la liberté. Pour l'heure, on ignore si une rançon a été versée. Mais certains enfants seraient peut-être encore aux mains des bandits. Le nombre précis d'élèves enlevés n'a d'ailleurs jamais été confirmé. Il serait entre 300 et 500. Je pense que nous avons récupéré la plupart des garçons, si ce n'est tous. D'ici demain, nous les ferons examiner par les médecins et tout sera mis en place pour qu'ils retrouvent leur famille. Des enfants qui ont réussi à s'échapper plus tôt ont aussi parlé de camarades tués. L'enlèvement avait été revendiqué par des djihadistes de Boko Haram. Le groupe avait diffusé jeudi une vidéo des enfants épuisés. Mais le rapt aurait été commis par des groupes armés qui terrorisent la population du nord-ouest du pays avec des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Des groupes dont les liens avec Boko Haram restent flous. Arrêt en Côte d'Ivoire, création d'un ministère de la réconciliation. Le candidat déchu de l'élection présidentielle dernière, Kouadio Konon-Bertan, a été nommé ministre de la réconciliation nationale une semaine après que le chef de l'opposition, l'ex-président Henri Konan-Bédié, ait réclamé un dialogue national inclusif pour le retour de la paix au pays de Laurent Gbagbo. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. C'est un nouveau portefeuille ministériel qui fait la une de l'actualité ivoirienne. La création d'un ministère de la réconciliation nationale, inédite, annoncée par l'exécutif. Ce mardi 15 décembre, l'ex-candidat indépendant à la présidentielle, Kouadio Konan-Bertin, a d'ailleurs été nommé à la tête de ce ministère, suite à une annonce de Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence. Seul adversaire à la présidentielle du chef d'État réélu Alassane Ouattara, Kouadio Konan-Bertin dit qu'Akabe avait obtenu 1,99% des suffrages. Pour le dialogue, pour la réconciliation, pour la paix, nous devons mettre de côté nos désaccords, nos égos et nos blessures. Pour ma part, c'est ce que je ferai sans hésitation ni retenue. La création de ministère de la réconciliation nationale intervient près d'une semaine après que l'ancien président ivoirien Henri Konan-Bédié, leader de l'opposition et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, a mis fin au Conseil national de transition contestant le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Henri Konan-Bédié a finalement proposé un dialogue national. S'il est lui-même dissident du PDCI, Kakabe pourra-t-il tout de même faire avancer la réconciliation en Côte d'Ivoire? On n'en sait absolument rien à l'heure actuelle, d'autant que sa nomination remonte seulement à mardi. Une chose est certaine, c'est que la rupture avec le PDCI n'est pas définitive de ce fait. Je pense dans un environnement politique chargé de suspicions et surtout d'antagonisme souvent insurmontable, Kakabe a le profil du poste. Il sait se réconcilier avec Bédié, il a de très bons rapports avec le RHDP
l'épée d'Alassane Ouattara. Kakabe entretient de bons rapports aussi avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qu'il est allé voir à plusieurs reprises à la CPI. Avant ce ministère de la Réconciliation, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation avait succédé à la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Mais depuis, leurs actions n'ont jusque-là pas du tout convaincu de nombreux observateurs. À présent, destination vers le Maghreb. Au Maroc, l'Union africaine a inauguré son observatoire des migrations ce vendredi. Objectif, donner à cette plateforme, à travers la collecte, l'analyse et les échanges sur les données, des moyens nécessaires pour asseoir une meilleure gouvernance des migrations. Les précisions avec Africa News. L'Union africaine a inauguré son observatoire des migrations au Maroc ce vendredi. Basée à Rabat, cette plateforme d'études aura pour mission de collecter, d'analyser et d'échanger des données pour une meilleure gouvernance des migrations. Cette inauguration ne pouvait mieux tomber. Il coïncide avec la Journée internationale des migrants. Une coïncidence heureuse qui n'est que symbolique. Et l'on voit un message fort à la communauté internationale sur la détermination du Maroc et de l'Afrique à asseoir une meilleure gouvernance migratoire à l'échelle du continent. Le lancement de cet observatoire avait été annoncé en décembre 2018 à Marrakech, en marge de l'adoption du pacte mondial de l'ONU pour des migrations. Aujourd'hui est un événement historique et capital pour l'Afrique. Historique dans le sens que l'Observatoire des migrations devient la première institution continentale de ce type en Afrique. Et capital, car il marque le début de nos efforts pour générer des données équilibrées et pertinentes sur les besoins de l'Afrique dans le domaine de la migration. Selon les derniers chiffres officiels de 2018, l'Afrique du Sud serait la première destination des migrations intra-africaines, suivie de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Seuls 12% des migrations se font vers l'Union européenne. Une note triste dans ce journal en nécrologie au Burundi. L'ancien président Pierre Buyoya n'est plus. C'est dans une ambulance qui le conduisait à l'hôpital qu'il a rendu l'âme à l'âge de 71 ans des suites de coronavirus. Il fut représentant de l'Union africaine subsaharienne. Je vous propose de suivre son portrait avec Lord Matos de TV5 Monde. Les forces armées burundaises, auxquelles se sont adjointes les forces vives de la nation, ont décidé de nous confier la lourde et noble mission de sauver le pays de la profonde crise qui le mine depuis 3 ans. Juillet 1996. Le Burundi est plongé dans une guerre civile qui oppose l'armée, dominée par la minorité Tutsi, à des groupes rebelles Hutus. Pierre Buyoya, lui-même militaire et Tutsi, devient président pour la seconde fois. Et pour la seconde fois, c'est par un coup d'État. Un parcours chaotique qu'il assumera des années plus tard. J'ai quitté le pouvoir à 2 reprises, volontairement, pacifiquement. La première fois à l'issue d'une élection libre, démocratique, et la deuxième fois au terme de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Alors, je dis que aujourd'hui, ce qui est important pour un homme politique, ce n'est pas tellement comment il a accédé au pouvoir, mais c'est ce qu'il a fait du pouvoir. En effet, conformément aux accords de paix d'Arusha signés en 2000, Pierre Buyoya quitte le pouvoir définitivement 3 ans plus tard. Il entame alors une seconde carrière, celle de médiateur dans des conflits africains. En 2012, il devient haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Ses relations avec le régime burundais sont alors au beau fixe. En 2015, elles s'enveniment lorsque le président Nkurunziza brigue un 3e mandat controversé. Le pouvoir burundais reproche à Pierre Buyoya d'être l'un des instigateurs de la crise. Lui nie en bloc. En octobre dernier, il est condamné par la justice burundaise et par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Melchior Ndadaye, l'homme qui lui avait succédé en 1993 à la fin de son premier mandat. Pierre Buyoya quitte ses fonctions à l'Union africaine.
j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir toute la liberté de me défendre et de laver mon honneur malgré les multiples entraves. Pierre Buyoya comptait faire appel de sa condamnation. Il n'en aura pas eu le temps. Et si on se rendait en Éthiopie, la tête du leader déchu de Tigré est mise à prix. Les autorités éthiopiennes ont promis une récompense de 210 000 € à quiconque permettrait de localiser le président déchu de la localité de Tigré. Les détails avec nos confrères d'Africa News. La tête de Debretsion mise à prix. Les autorités éthiopiennes ont promis vendredi une récompense de 210 000 € à quiconque permettrait de localiser le président déchu de la région du Tigré. L'ennemi numéro 1 d'Addis Abeba n'a plus donné de ses nouvelles depuis l'entrée des troupes gouvernementales à Mekele, la capitale du Tigré, le 28 novembre. Mais où se cacherait donc bien le chef du Front de libération du peuple du Tigré? La réponse vaut désormais de l'or. Dans les montagnes du Tigré peut-être, là où, dans sa jeunesse, il a appris les principes de la guérilla. Il a d'ailleurs promis de poursuivre à partir de ces montagnes la lutte contre l'envahisseur, terme utilisé pour désigner le régime d'Addis Abeba. Les relations entre Debretsion et Abiy Ahmed se sont détériorées en 2018, le premier accusant le second de stigmatiser les Tigréens. En septembre de cette année, Debretsion organise de manière unilatérale les élections régionales remportées par son parti qui ne reconnaît plus le pouvoir fédéral. Addis Abeba menace de priver la région de ses financements. Le 4 novembre, Abiy Ahmed accuse de Tigré d'avoir attaqué une base militaire gouvernementale. La hache de guerre était alors déterrée. Mesdames, Messieurs, vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine. Vous êtes sur Média 2 Africa. On se retrouve juste après ceci. Vous regardez l'actualité hebdomadaire en Afrique. Merci de rester fidèle au programme. Au Gabon, coopération bilatérale avec le Ghana. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce vendredi au Palais du bord de mer avec Kwabena Ozidanka, envoyé spécial porteur d'un message de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. La quintessence de cette rencontre avec Priska Mougoula de Gabon Première. L'envoyé spécial du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est porteur d'un message à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Une correspondance qui s'articule autour des questions d'intérêt commun, notamment le raffermissement des liens entre Libreville et Accra et la croissance économique. Nous apportons un message du président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo. Ce message porte sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avons aussi vu comment nous pouvons travailler ensemble sur l'avancement de l'agenda de l'Union africaine en vue d'améliorer la vie des populations. Les relations entre le Gabon et le Ghana sont excellentes. Les mêmes politiques intérieures en matière d'investissement et d'attractivité d'investisseurs. Le Gabon et ce pays d'Afrique de l'Ouest entretiennent des liens de coopération et d'amitié depuis plusieurs décennies. Les deux hommes d'État, Ali Bongo Ondimba et Nana Akufo-Addo, ont en commun une vision de développement mutuellement profitable à leurs populations respectives. Sortie de la toute première promotion des techniciens et d'ingénieurs en conservation et gestion de la biodiversité de l'École nationale des eaux et forêts. Après 2 ans de formation, les lauréats sont prêts pour l'emploi. Virginie Léa pour Gabon Première. C'est une sortie qui met du baume dans le cœur de ces lauréats de la première promotion des techniciens et ingénieurs en conservation et gestion de la biodiversité de l'École nationale des eaux et forêts. Après plusieurs années d'efforts, ils sont aujourd'hui dotés des compétences et des nouveaux outils pour poursuivre leur carrière. Le secteur forestier est un pouvoir d'emploi du fait de la forte évolution du tissu industriel. Il faut donc une main-d'œuvre qualifiée et outillée pour répondre aux véritables besoins de ce marché. D'où l'importance de l'éducation, formation, emploi. C'est donc à ce titre que nous sommes appuyés sur les tests réglementaires de l'établissement afin de mettre en place des formations adaptées au système LMD. Le secrétaire général représentant du ministère des Eaux et Forêts a rappelé le but que va poursuivre cette formation. Souvenez-vous que vous avez été formé sous le drapeau, en vous engageant à servir et à défendre la nation dans les domaines spécifiques des eaux et forêts.
par cet esprit de discipline, j'attends de vous plus de probité morale dans les tâches qui vous seront assignées dans vos carrières professionnelles. Ils étaient plus de 200 étudiants à recevoir leur parchemin, notant que depuis la création de l'École nationale des eaux et forêts, c'est la première promotion des techniciens et d'ingénieurs en conservation et gestion de la biodiversité. Quittons le Gabon pour le pays du maréchal Idriss Déby Itno. Festival Agro-Business, c'est la toute première édition et célébration du genre à l'Aï, la capitale de l'or blanc dans le pays, qui regorge d'énormes potentialités. Eric Guédi pour Télévision Tchad. Ce festival, premier du genre dans la province de la Tondjili, est placé sous le thème « L'entrepreneuriat vers une solution idoine pour une insertion socio-professionnelle et gage d'innovation ». Souhaitant la bienvenue, le maire de la ville de l'Aï, Saoudono Robert, a souligné que le choix de la capitale de l'or blanc n'est pas le fait du hasard, car, dit-il, l'Aï regorge d'énormes potentialités pour cet événement. Le président du comité d'organisation, Abdel Hakim Hassan, par ailleurs, moteur et image des agro-entrepreneurs tchadiens, a situé le bien fondé de ces assises. Le préfet du département de la Tondjili-Est, Mahamat Abdoulaye Mahamat, représentant le gouverneur, a salué cette initiative avant d'inviter toute la population à sortir massivement assister à cet événement, tout en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. Il ajoute que c'est aussi l'occasion de brassage entre les jeunes. Les opérateurs économiques et les producteurs durant une semaine vont aussi exposer les produits du secteur agro-silvopastoral aux foires de ce festival. Parlons un peu de sport. Au Bénin, le Comité national olympique et sportif béninois a remis aux athlètes des fonds pour mieux les préparer à la compétition olympique de Tokyo 2021. Quelques-uns des bénéficiaires présentés dans cet élément de Amégan de la RTB, la radio-télévision béninoise. Le coronavirus a certes impacté le calendrier sportif international, mais il n'ébranle pas l'empire CNOSBN. Le Comité national olympique et sportif béninois pousse les athlètes les plus méritants vers Tokyo 2021. Ils sont au total 11 privilégiés. Nous nous sommes évertués à flairer les différents horizons de possibilités d'appui que nous pouvons avoir pour assister, pour soutenir nos athlètes en pointe, nos athlètes d'élite dans ce positionnement pour qu'ils ne se contentent pas du minimum. Parmi eux, des noms bien connus, Privel Henkati, qui va représenter pour la première fois le Bénin au JO en aviron. Bonjour, je m'appelle Privel Nkati, j'ai 31 ans, je suis chef de projet en informatique pour la ville de Caen en Normandie. Et à côté de ça, je viens de me qualifier pour les Jeux Olympiques en aviron de Tokyo. La gazelle de Materi, Noélie Yarigo, la championne d'Afrique d'hétathlon Odile Arwanwanou et le jeune prometteur Roméo Ntia sont entre autres les privilégiés. Mais il y a aussi des miraculés qui se greffent à cette liste de conviés au Fonds olympique. La rouleuse Raouda Demba Diallo, victime en 2018 d'un accident en pleine séance d'entraînement. Le comité olympique s'est intéressé à ce cas particulier et a décidé d'aller en appui au papa pour tout ce qu'il avait investi au moment des soins qui avaient été prodigués à cette fille-là. Et la badiste Pascaline Vitou, qui s'est, elle, brisé le genou aux Jeux africains de Rabat 2019. Lorsque nos athlètes font des prouesses et nous ramènent des médailles, mais nous ne sommes pas encore conscients que dans cette requête, il est possible également que nous retrouvions le revers de la médaille, c'est-à-dire que nous brisions la vie de nos athlètes. À travers ces fonds distribués, c'est un coup de pouce aux athlètes qui reprennent du poil de la bête dans leur course pour Tokyo, dont le compte à rebours continue de tourner.
C'était un plaisir d'avoir partagé cette actualité hebdomadaire en Afrique avec vos chers internautes. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'actualité africaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, joyeux Noël à tous les chrétiens. Au revoir.